Bonjour Thibault de Montbrial, vous êtes avocat, vous présidez le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et vous étiez sur la liste de Valérie Pécresse pour les régionales. On va parler de la vente annulée des sous-marins français à l'Australie. Elle continue d'électriser les relations entre la France et les États-Unis. Jean-Yves Le Drian a parlé hier de rupture de confiance, il a raison. Je trouve, vu de l'extérieur, qu'il y a une forme de naïveté dans la façon dont les Français ont découvert et réagissent à tout ça. Certes, les Américains sont nos plus anciens alliés, il y a des éléments de langage incontournables quand on parle des États-Unis, mais si on regarde sur ces dernières années, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Et ce que je trouve moi assez étonnant, c'est qu'il y a une espèce d'attente irréaliste de l'Europe en général et de la France en particulier après la victoire de Joe Biden. Mais en réalité, Joe Biden poursuit une politique. On a idéalisé la relation qui allait naître de cette. Mais bien sûr, président. Joe Biden continue à faire de l'America First exactement comme Trump. En réalité, ça avait commencé déjà un peu avant et il y avait pas de raison que ça change. Les États-Unis ont leur propre agenda, ils sont obsédés par la Chine, ils sont indifférents aux manœuvres de la Turquie qui est aujourd'hui une vraie menace pour la France et pour l'Europe. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a des préoccupations communes, mais c'est loin d'être... il y en a beaucoup d'autres aussi. Vous connaissez bien les questions de sécurité. Il est vraisemblable qu'il n'y ait pas eu d'indice de fuite de cette annulation. C'est un échec pour notre diplomatie et notre renseignement ? C'est un échec colossal. C'est une gifle monumentale. Encore une fois, hein, vu de l'extérieur, comme simple citoyen, ça paraît inconcevable que personne n'ait rien senti venir. Et surtout, moi, ce que je trouve, c'est que c'est tout à fait édifiant sur la façon dont les autres pays nous considèrent, parce que nous avons vraiment été le paillasson des Australiens et des Américains sur cette affaire. Elle va laisser des traces. Ah, c'est certain. Les harkis, Emmanuel Macron a demandé hier pardon et a annoncé des mesures de réparation. C'est une reconnaissance historique ou de la générosité électorale ? Les deux, mon général, vous savez, c'est toujours pareil avec Emmanuel Macron. On est dans le « et en même temps ». Juste avant l'élection de 2017, la France avait commis, je cite, un crime contre l'humanité lors de sa politique de colonisation. Gérald Darmanin, l'année dernière, a déposé une gerbe pour les victimes du FLN à Alger. Et puis là, maintenant, à quelques mois des élections et après 4 ans et demi de mandat... Mais il y avait une dette vis-à-vis des harkis. Oui, il y avait une dette vis-à-vis des harkis, mais c'est ce que je commence à dire. C'est à 4 ans et demi après le début du mandat, et après avoir donné beaucoup de signaux et de gages à Alger et au dur du FLN, tout à coup, il y a ce « et en même temps ». C'est très bien, j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, voilà. La sécurité, il y a eu 500 millions de plus pour les policiers annoncés quand Emmanuel Macron a clôturé le Beauvau de la sécurité. Il a fait un tabac, il a annoncé des soutiens massifs aux forces de l'ordre. Il coupe une fois de plus l'herbe sous le pied de la droite. Mais oui et non, mais vous savez, c'est toujours pareil si on prend un peu de recul. En 2018, au printemps 2018, donc après 1 an de mandat d'Emmanuel Macron, j'avais proposé qu'on fasse de la prospective et qu'on fasse un livre blanc de la sécurité intérieure. J'avais été reçu par des conseillers d'Emmanuel Macron. On avait dit, ah, c'est très bien, on n'a jamais fait de la prospective. On a fait le livre blanc 1 an après. On a attendu 1 an. Et ce livre blanc a duré 1 an. Et une fois qu'il a été rendu public, on a considéré qu'il fallait faire un Beauvau de la sécurité. Donc on a encore passé 1 an à se dire les mêmes choses. Parce que le constat, il est fait depuis des années. Et là, maintenant, alors que le gouvernement n'a plus objectivement les moyens de mettre en place une telle politique, on fait des annonces formidables, mais qui sont en réalité des annonces qui, pour l'essentiel, réforme de la procédure pénale, plan quinquennal, etc., passeront sur le mandat suivant. Ça colle. Moi, ça me donne un peu il y a un peu de malaise à faire de la politique de cette façon. Pourtant, les policiers saluent. Mais les policiers saluent parce que c'est tout ce qu'ils demandent. Mais là, on est dans l'incantatoire. Ils saluent, mais ils pourraient regarder les propositions de Xavier de Bertrand ou de Valérie Pécresse à droite, qui sont des propositions au moins aussi innovantes en la matière. Et simplement, alors on salue parce que c'est le gouvernement, le président de la République, mais en réalité... Il a bien piqué les idées de la droite. Mais je ne pense pas que les idées sur la sécurité, vous savez, la sécurité c'est un bien commun, c'est le socle de l'exercice de nos libertés et de la vie en démocratie. Donc la sécurité, c'est pas de droite ou de gauche. Ce que je dis simplement, c'est qu'on a mis beaucoup de temps... Le Beauvau de la sécurité, il était quand même parti au départ sur les violences policières ou dites policières. Et puis il y a eu ce retournement qui fait que maintenant on en est à annoncer des mesures en faveur de la police. Oui, mais ce sont encore une fois des mesures qui sont indispensables, mais que le gouvernement n'aura absolument pas le temps de mettre en œuvre. Donc en fait, c'est un programme électoral. Mais c'est très bien, qui va dans la bonne direction. Un peu de poudre aux yeux, donc, aussi. De la poudre aux yeux, et puis si Emmanuel Macron est réélu, on sera attentif à ce qu'il les mette en œuvre.
Vous défendez l'idée que l'immigration non maîtrisée est un facteur de déstabilisation, vous dites de séparatisme, et vous faites le lien avec le terrorisme. C'est pas très loin de ce que dit Éric Zemmour. Mais vous savez, le constat aujourd'hui, il est très largement partagé, y compris, et je crois que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire en off, dans les plus hautes sphères de l'État et de l'administration. Aujourd'hui, l'immigration est à la base de beaucoup des maux de la société française. Et il y a notamment, et ça c'est un constat également objectif, l'étude de France, le think tank, pardon, j'ai un trou de mémoire, mais en tout cas, il y a une étude qui a été faite il y a 3 semaines, extrêmement intéressante sur l'évolution de la structure, de la composition de la société française. Ça a des conséquences culturelles, avec une islamisation de fait d'une partie de notre société, avec aussi la Turquie et le Qatar, les frères musulmans qui déstabilisent notre pays parce qu'ils en tirent parti. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de délinquance. Je pense qu'il faut tout remettre à plat. Le fait que tel ou tel le dise ne veut pas dire que l'idée est confisquée. Je crois que c'est un constat global et que quel que soit le président ou la présidente de la République en mai prochain, ce sera l'un des chantiers prioritaires. La loi confortant les principes républicains, elle va dans le bon sens? Ah bien sûr, c'est une loi qui va dans le bon sens, c'est une loi courageuse, c'est une loi qui suit 2 discours majeurs du président de la République, qu'on a attendu 5 ans sur le sujet, mais ça valait le coup d'attendre parce qu'on a eu à Mulhouse et au Murau 2 discours formidables, une loi qui va dans le bon sens, qui a peut-être sur la fin été un petit peu bridée, mais qui est là pour le coup un vrai tournant historique, mais il faut aller beaucoup plus loin. Vous défendez une quinzaine de parties civiles au procès des attentats du 13 novembre 2015. Le principal accusé, Salah Abdeslam, il a revendiqué encore hier les attaques. Elles étaient inévitables, a-t-il dit, tout en réclamant le dialogue pour éviter de nouveaux attentats. Ça a choqué évidemment les parties civiles. Comment voit-elle ce procès? Mais peu importe ce que dit Salah Abdeslam. Vous savez, l'histoire, on la connaît depuis bien avant le procès. Vous êtes étonné d'abord, parce qu'on avait beaucoup dit, il ne parlera pas, il sera muet, tout ça. Finalement, il prend la parole. Moi, je n'attends rien. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui n'est pas allé au bout de sa mission. On saura sans doute jamais vraiment pourquoi. Donc, je pense que déjà, il y a un problème personnel à la base en ce qui le concerne, de ne pas être allé au bout de la mission. Ensuite, il a été 5 ans à l'isolement total, hein, c'est-à-dire sans voir quasiment personne. Donc là, il se sert du procès comme une tribune. Mais il y avait un vrai risque. Mais peu importe. Je veux dire, qui s'intéresse à ce que dit Abdeslam? Mais c'est normal, finalement, d'une certaine façon. Ça a étonné beaucoup de monde qui s'exprime. Mais il est dès le début, il a dit « je suis un combattant de l'État islamique ». Oui, donc les choses étaient claires, mais de toute façon, même s'il ne l'avait pas dit, c'est ce qu'il est, et même s'il avait dit tout à coup le contraire, il n'y aurait eu aucune raison objective de le croire. Vous savez, le terrorisme islamiste, si on prend un peu de recul, ce sont des méthodes de déstabilisation de l'Occident qui sont théorisées depuis des décennies, il y a des écrits, etc. Tout ce qui nous arrive, et tout ce qui arrive à la France et à l'Europe sur l'islamisme, pas seulement terroriste. Le terrorisme, c'est de la politique, c'est la violence au service de la politique. Mais l'islamisme, y compris non violent, tout ça est théorisé. Il y a des gens qui choisissent la violence, il y a des gens qui choisissent de ne pas utiliser la violence pour tenter de conquérir l'Occident et l'Europe en particulier, et la France qui est la cible principale. Et tout ce que peuvent dire les gens qu'on attrape vivants et qu'on juge n'a franchement aucune importance. Tout le monde a compris. Les victimes ne peuvent pas dire qu'elles n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. Il leur est arrivé une attaque islamiste en France. Et donc, elle voit ce procès comment depuis 15 jours? Après, ça dépend des attentes de chacun. C'est de toute façon extrêmement éprouvant. Et c'est que le début, parce qu'on va attaquer à partir de la semaine prochaine les récits individuels des survivants, les récits des parents, des maris, des femmes qui ont perdu un être cher. Ça va être, si l'on se souvient déjà de l'énorme émotion au moment du procès de Charlie Hebdo, de l'attentat contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher et Montrouge l'année dernière à la même époque, où les témoignages avaient duré 3 semaines, là ça va durer 2 mois, ça va être un moment extrêmement émouvant. Donc ça c'est une partie de l'attente, pouvoir s'exprimer. Mais au-delà, sur ce qui s'est passé, on sait quasiment tout, et en plus les quelques zones d'ombre résiduelles, par exemple comment les terroristes ont acquis leurs armes, c'est technique, c'est anecdotique, mais c'est quand même très important pour les juger. Pour les juger, ça on ne le saura jamais, parce que ça il n'y a aucune raison qu'ils le disent, et l'enquête pourtant magnifique, et que je salue, entre les services français et belges ont magnifiquement travaillé, mais nous permet aujourd'hui d'avoir 99% de l'histoire. Merci Thibaut de Montbrial. Merci à vous.